Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Patrick Henningsen, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Patrick. Ravi d'être avec vous, Nima. Alors, commençons, Patrick, par ce qui a été rapporté. D'après le dernier article publié sur Axios, l'Iran ne serait pas honnête dans la manière dont il négocie avec les États-Unis au sujet du programme nucléaire. Il dirait une chose aux responsables américains en coulisses, mais ferait tout autre chose. Ce rapport citait le directeur de la CIA, John Ratcliffe. Puis, un peu plus tard, le journal Israel Hayom a indiqué que Donald Trump envisagerait de limoger plusieurs hauts responsables qui s'étaient opposés à l'accord avec l'Iran, notamment le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le directeur de la CIA, John Ratcliffe. Et dans ce nouveau rapport, on cite un haut responsable américain qui aurait déclaré que le débat est clos. Ceux qui s'y opposent pourraient en payer le prix personnellement. Et il dit que le secrétaire d'État, Marco Rubio, ne serait pas actuellement en danger parce qu'il a pris soin de ne pas critiquer publiquement l'accord. Voilà la situation avec Donald Trump d'un côté. Et comme on le sait, le principal problème se trouve au Liban. Vous avez parlé avec tout le monde, en Iran, au Liban, dans l'axe de la résistance. La question centrale, en ce moment, c'est le Liban. Rien d'autre. Et quand Israël va... Il y a un instant, juste avant ce direct, je crois qu'il y a environ 1 heure, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que sans le Liban, il n'y aurait pas d'accord. Et le retrait du Liban est l'un des points les plus importants. Israël doit se retirer du Liban. Et on sait que, depuis l'annonce du protocole d'accord, des gens rentrent chez eux, dans le sud du Liban, et ils ont le sentiment que les Israéliens sont toujours là. Il y a encore des affrontements, de petites escarmouches entre les deux camps. Et c'est bien tout le problème, non? Aujourd'hui, Donald Trump a rencontré l'émir du Qatar, et il a déclaré que sans lui, il n'y aurait tout simplement pas d'Israël sur cette planète. Il avance ce genre d'argument, selon lequel, sans Donald Trump, Israël aurait été complètement détruit, et que c'est grâce à lui qu'Israël existe encore aujourd'hui. C'est ce type de discours qu'il tient. Mais concernant ce qui se passe au sein de l'administration Trump, est-ce que vous pensez que ce qui a été rapporté par les médias israéliens est sérieux? Je ne suis pas sûr, Nima. Tu sais, ces dernières 72 heures, j'ai essayé de ne pas trop regarder le match de tennis. Au fait, l'autre point, c'est qu'Israël a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis d'avoir une forme d'accord ou de compréhension sur le mémorandum, le fameux MOU. Ils voulaient savoir ce qu'il contient. Jusqu'à présent, leur demande a été rejetée, d'après la chaîne 12 israélienne. Oui, ils ont été tenus dans l'ignorance. Et tous les relais d'Israël dans les médias américains, comme Mark Levin, sont en train d'hyperventiler. Franchement, on dirait qu'il faudrait lui donner un sac en papier. Il est en danger. Ils disent « Je n'en reviens pas, c'est inacceptable, on ne peut pas voir les termes de l'accord ». C'est justement pour ça qu'Israël veut fusionner ses services de renseignement avec ceux des États-Unis, pour non seulement avoir accès à tout, mais aussi participer à la gestion de ces informations. Ils ont déjà assez d'influence et de contrôle grâce à John Ratcliffe et à d'autres, qui sont en gros des relais israéliens intégrés dans les principales agences américaines. Ce sont des gens entièrement loyaux à l'État d'Israël. Mais au-delà de ça, quand on regarde ce match de tennis aller et retour, on peut vite en avoir le tournis si on suit tout ça heure par heure. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde les choses de fond, c'est assez simple. À moins qu'Israël ne soit prêt à se retirer du Liban, et je ne pense pas qu'ils le feront de leur propre initiative, il faudra qu'ils y soient contraints. La seule dissuasion crédible pour qu'Israël se retire du sud du Liban, on peut dire, ce serait
que les affrontements avec le Hezbollah durent assez longtemps et qu'Israël perde suffisamment d'hommes. Disons peut-être 5 ou 600 soldats sur les 8 à 12 prochains mois. Là, il pourrait y avoir une pression politique à Tel Aviv pour dire « bon, ça suffit ». On en a assez fait ici. Ensuite, ils pourraient se retirer. Mais ça ne garantit pas qu'ils ne reviendront pas plus tard, parce qu'ils sont déjà de retour. Ils ont déjà occupé le sud Liban 2 fois auparavant, et les voilà revenus pour une 3e fois. C'est bien ça le problème. Alors, si les États-Unis les menacent, s'ils menacent de suspendre les livraisons d'armes à Israël, est-ce que vous pensez vraiment qu'un président américain, avec l'influence que le lobby exerce sur le Congrès, le Sénat et les médias, est-ce que vous pensez vraiment que même Trump, même Superman, pourrait s'asseoir derrière ce bureau et refuser à Israël des armes et un soutien militaire? Franchement, c'est tout simplement impossible. C'est mon avis. Trump n'a pas le courage de faire ça. Je veux dire, j'imagine même pas la pression qu'il subirait. C'était complètement fou. Regardez déjà la pression qu'il a, rien qu'en mettant un simple protocole d'accord sur la table. Donc pour moi, ça n'arrivera pas. Et si c'est un point de rupture, alors ce protocole d'accord, et c'est important. J'ai regardé des tas de podcasts ces 3 derniers jours, ainsi que les médias traditionnels. Et tout le monde dit qu'il y a un accord de paix. Mais non, il n'y a pas d'accord de paix. C'est un protocole d'accord. En gros, c'est juste un engagement à négocier pendant les 18 à 24 prochains mois. Et il y a beaucoup d'étapes différentes dans cette période de 2 ans, avec de nombreux jalons à atteindre avant de passer à la suivante. Donc, quand je regarde ça, je me dis qu'il y a énormément de points où ça peut échouer, parce que les termes que les États-Unis interprètent et souhaitent par rapport à ce que l'Iran a présenté sont très divergents. Pour moi, à ce stade, peut-être que ça changera plus tard avec d'autres discussions, mais pour l'instant, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'accord de paix sur une base aussi divergente entre les 2 parties. Et l'autre problème, c'est que, voilà, c'est ça le vrai problème, Nima, dans toute cette discussion. Les médias, et tout le monde d'ailleurs, présentent ça comme un accord entre les États-Unis et l'Iran. Non, c'est pas ça. C'est les États-Unis et Israël. Israël agit discrètement derrière les États-Unis. Ils font partie de tout ça. Ils sont pleinement impliqués dans le conflit. C'est eux qui ont déclenché la guerre au départ. Et puis, il y a l'Iran. Donc, ce n'est pas juste pour l'Iran de laisser Israël être un partenaire invisible dans cette négociation ou dans ce soi-disant accord. C'est trompeur. Et ça donne à Israël une énorme marge de manœuvre pour agir de façon indépendante. Ils peuvent décider et se réserver le droit de saper ou de saboter à n'importe quel moment. Regardons simplement le parcours d'Israël un instant. Prenons les accords de paix d'Oslo, le processus de paix, comme exemple. Combien de temps ça a duré? 12 ans? 10 ou 12 ans? Et Israël a saboté ce processus à chaque moment clé. Et ils ont fait ça en changeant les règles du jeu, en déjouant les attentes, puis en utilisant les médias, tous ces acteurs politiques qu'ils ont, et leur relais à Washington, pour faire passer le message que les Palestiniens avaient fait quelque chose de mal et qu'ils avaient dû agir pour leur sécurité. Et au passage, ils disent « Ah, au fait, on construit 600 000 colonies et le territoire que vous pensiez avoir en 1990, eh bien, il n'existe plus. » Donc vous voyez, on négociait pour une pizza entière et 10 ans plus tard, il ne vous reste qu'une part. Désolé pour ça. Et si vous refusez l'accord, alors c'est de votre faute. Les Palestiniens ont rejeté un accord soi-disant parfait. Et c'est exactement ce qu'Israël et les États-Unis vont essayer de faire. Pousser l'Iran dans une position où il commence à manger la pizza, puis petit à petit, à repousser le problème, et ensuite à accuser les Iraniens.
Je vous le dis franchement, je connais très bien les États-Unis. Dans cet accord, ils donnent peut-être l'impression d'avancer dans une direction positive en ce moment, et ils iront peut-être jusqu'à signer un accord dans 6 mois ou 1 an. Mais 9 fois sur 10, les États-Unis finiront par changer de position, faire quelque chose qui viole les termes de l'accord, puis accuser l'Iran de riposter ou de violer l'accord, au lieu de se remettre en cause. Et c'est encore plus dangereux, parce qu'Israël peut très bien se charger de saboter tout ça. Et les États-Unis peuvent dire « On a essayé, mais vous savez, on n'a aucun contrôle, c'est Bibi ». Vous voyez, c'est pour ça que toute cette espèce de mise en scène façon catch entre Trump et Bibi, pour moi, c'est du théâtre totalement vide de sens. C'est fait pour détourner l'attention des gens vers ce genre de drame politique, comme un spectacle parallèle, alors qu'en réalité, les deux pays sont complètement intégrés, complètement imbriqués. Et les États-Unis n'ont aucun intérêt à s'en détacher. Leur politique déclarée, c'est le changement de régime à Téhéran et le désarmement, voire l'anéantissement du Hezbollah. Voilà la politique américaine. Donc si c'est aussi la politique d'Israël et que c'est celle des États-Unis, alors Washington dira aux Iraniens, vous devez renoncer à toute ambition de développer une arme nucléaire. Tout le monde tweet en ce moment, Fox, J.D. Vance et les autres, en disant l'Iran a accepté de ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'ils n'en cherchent pas une. C'est un argument fallacieux. Et pourtant, tout le discours américain tourne autour de ça, comme s'il s'agissait d'une grande négociation nucléaire de haut niveau. Mais ce n'est pas le cas. L'Iran ne développe pas d'armes nucléaires. Ils n'en ont pas développé. Il n'y a aucune preuve qu'ils en développent une. Mais en présentant ça comme un enjeu majeur, très visible, très symbolique, ça permet de justifier toutes sortes de problèmes et d'erreurs commises par les États-Unis. Et ça donne l'impression qu'ils sont en train de jouer une partie décisive, que l'enjeu, c'est d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de toutes ces autres questions, plus petites en apparence, comme le Liban. Mais en réalité, c'est un point fondamental dans tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas, pour de nombreuses raisons. Vous savez, l'Iran ne va pas le permettre, parce qu'au bout du compte, ça finirait par entraîner la Syrie. Et dès que la Syrie est impliquée, ça devient un problème pour l'Iran. Puis c'est un problème pour toute la région. Donc, on ne peut pas laisser Israël attaquer la Syrie, bombarder et tuer tout le monde autour, en toute impunité. Ça ne peut tout simplement pas arriver, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'Iran. Donc, l'Iran sait que la source des problèmes dans la région, c'est Israël. Ce n'est pas nous, c'est Israël. Et on ne va pas laisser Israël prendre l'avantage sur nous, sur tout le monde, et sur nos alliés dans la région, en tuant des Libanais et des Palestiniens à Gaza. Et Israël, devinez quoi? Ils font ça tout le temps. Ils coupent l'aide à Gaza après une frappe de missile iranienne. Ils utilisent ces gens qu'ils tuent, qu'ils affament et qu'ils bloquent comme moyen de pression. C'est pour ça que l'Iran est passé à un niveau stratégique supérieur, en privilégiant le Liban dans les négociations. Et il pourrait très bien faire la même chose avec Gaza, ce qui mettrait vraiment Israël dans une position difficile. Et tout ça ne peut fonctionner que sous la menace de la dissuasion. C'est tout. Parce que Nima, en relations internationales, que tu connais très bien, il existe un concept qu'on appelle le pouvoir normatif. Un pouvoir normatif, c'est un pays qui s'est imposé, qui est crédible dans le système international, au point de pouvoir dicter des politiques fondées sur les droits humains, la morale et l'éthique. D'accord? Des règles, en somme. Mais on peut être un pouvoir normatif sans être une superpuissance. Pour devenir une superpuissance, il faut être un pouvoir normatif, capable de faire respecter ses politiques par la force militaire, la force dure.
C'est ça, une superpuissance. Et qu'est-ce que fait l'Iran en ce moment? Exactement ça. Donc, rien qu'en regardant ce qui s'est passé ces dernières semaines, on peut dire de fait que l'Iran agit comme une superpuissance mondiale. Ils ne sont peut-être pas une superpuissance mondiale sur le plan économique, mais à l'échelle régionale, je dirais qu'ils le sont clairement. Et j'irai même plus loin. Ils se sont placés en tête, comme la superpuissance régionale. Pas parce qu'ils ont une armée plus grande que la Turquie, ni une force aérienne plus importante que celle de la Turquie, d'Israël ou même de l'Arabie saoudite, qui dans certains domaines dispose de forces conventionnelles bien supérieures à celles de l'Iran. Ce n'est pas ça qui fait de vous une superpuissance. Ce qui fait de vous une superpuissance, c'est d'être une puissance normative, prévisible, rationnelle, et de soutenir tout cela par une puissance militaire réelle. Et dans la région, le seul pays qui fait ça, c'est l'Iran. Et le Hezbollah fait la même chose. Le Hezbollah a attaqué le nord d'Israël après le 7 octobre, pour la raison exacte qu'a donnée Hassan Nasrallah. Détourner les forces israéliennes de Gaza pour sauver des vies, pour au moins arrêter temporairement le génocide. Le Hezbollah s'est sacrifié pour ça, et c'était dans son intérêt. C'est aussi dans l'intérêt du Liban, à bien des égards de le faire, parce que c'est une menace régionale, un problème régional. On le voit bien, en laissant Israël agir et commettre un génocide à Gaza, pendant que le monde restait les bras croisés, ils ont en quelque sorte approuvé ce génocide. Et ça a donné à Israël le feu vert pour recommencer au sud du Liban. Le Hezbollah le savait. C'est pour ça que Hassan Nasrallah a fait ce qu'il a fait. Mais Israël a pris cette réaction complètement excessive comme un permis pour littéralement pulvériser des villages, des bourgs et des villes entières au Liban. Et encore une fois, la communauté internationale reste les bras croisés en se demandant est-ce qu'on s'y oppose ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va leur imposer des sanctions. On ne sait pas trop. C'est Israël, donc il faut faire attention à ne pas, vous savez, critiquer Israël, parce que, bon, ça pourrait poser problème. Enfin bref. Mais voilà. Le Hezbollah, en tant qu'acteur quasi-étatique, a montré des comportements normatifs d'organisation, et il est complètement trahi par le gouvernement de Beyrouth, qui n'est qu'un pantin, un instrument de l'Arabie saoudite, des États-Unis et en coulisses d'Israël. Et c'est bien dommage. C'est très triste pour le Liban. Mais je pense qu'ils sont en train de changer de position eux aussi. Ils ont subi énormément de pression cette dernière semaine. Et pourquoi? Pourquoi le gouvernement libanais est-il sous pression? Pourquoi Joseph Aoun a-t-il changé de position? Après l'interview avec Christiane Amanpour, vous vous souvenez, ça a été un désastre pour Joseph Aoun. Pourquoi? La pression est arrivée. D'où vient cette pression, Nima? Cette pression vient des actions de l'Iran. Et si l'Iran reste, comme je vous l'ai dit lors de notre précédente conversation, si l'Iran s'en tient simplement à ses principes, ne pas céder sur les principes, ne pas céder. Alors, à un moment donné, le monde finira par s'adapter à cette réalité. L'Iran ne bouge pas. Et comme il faut bien trouver un responsable à ce conflit, on commence à accuser Israël. Et devine ce qui se passe. Des pays européens prennent position. Ils déposent des sanctions contre Israël. Pourquoi? Pour une seule raison, Nima. Parce que l'Iran est resté ferme. C'est tout. Et l'Iran est une puissance normative, prête à assumer ce rôle, une superpuissance régionale, par définition. Dans les manuels de relations internationales, on peut tout à fait affirmer cela, et c'est vrai, par définition. Ils ont coché toutes les cases. Cela veut dire qu'ils sont capables d'influencer les résultats. Et qu'est-ce qu'on observe en ce moment? Exactement ça. Voici ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères à propos du protocole d'accord. De notre point de vue, il y a deux camps dans ce protocole. D'un côté, les États-Unis et Israël. De l'autre,
l'Iran et le Hezbollah. Il ne mentionne pas le Liban. C'est bien l'Iran et le Hezbollah. Rappelez-vous, le gouvernement libanais n'est pas en guerre avec Israël. La guerre se déroule entre Israël et le Hezbollah, parce que le Hezbollah défend le Liban. En fait, reprends là où tu t'étais arrêté, Nima. N'oublie pas. Mais le Liban est officiellement en guerre avec Israël depuis 75 ans. C'est officiel. Il n'y a pas de relation diplomatique. Donc, techniquement, selon le droit international, le Liban a été et est toujours en guerre avec Israël. Ce conflit n'a jamais été résolu. Ça remonte directement à 1948. C'est ça, la réalité juridique. Et c'est pour cette raison qu'ils ont, dans leur constitution, des dispositions qui interdisent toute rencontre avec des dirigeants israéliens. Israël ne peut pas entrer au Liban, les entreprises israéliennes non plus, et les soldats de l'armée israélienne ne peuvent pas pénétrer sur le territoire. Et tout ça, ce gouvernement l'a brisé. Ils ont laissé toutes sortes de gens, y compris des envoyés américains qui ont servi dans les forces de défense israéliennes, comme Amos Hochstein, ancien soldat de l'armée israélienne, se pavaner à Beyrouth, illégalement. Et Morgan Ortagus, la collaboratrice de Tom Barak, elle portait une étoile de David pendant des réunions et même en public à Beyrouth. C'était un geste de pouvoir, en gros, de la part du lobby israélien, pour dire « on est là et vous allez faire ce qu'on dit ». Enfin bref, vas-y, continue ce que tu voulais dire. Et ça continue. La fin de la guerre au Liban fait partie intégrante de la fin complète de la guerre dans la région. Et une fin complète de la guerre implique le retrait de toutes les forces des zones occupées. Sans le retrait des forces israéliennes des territoires qu'elles ont occupés pendant cette guerre, on ne pourra pas parler d'une fin complète du conflit. Toute attaque militaire d'Israël contre le Liban, à partir de maintenant, ou la poursuite de l'occupation israélienne à l'intérieur du Liban, sera clairement considérée comme une violation du protocole d'accord. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent ajouter de plus. La position de l'Iran sur le Liban est parfaitement claire. Et aujourd'hui, lors de la rencontre entre Donald Trump et l'émir du Qatar, il a dit qu'Israël n'était pas capable de faire le travail concernant le Liban. Peut-être qu'il faut faire appel à la Syrie. Donc Israël doit reculer. La Syrie intervient. Et tout le programme recommence encore une fois. Non, ça c'est une guerre civile violente au Liban. Donc ils disent qu'ils vont envoyer Al-Qaïda au Liban et que ça va déclencher un bain de sang sectaire. C'est garanti. Et ensuite, Israël utilisera ce bain de sang pour avancer encore plus loin, occuper, prendre et s'emparer de toutes les terres situées au sud du fleuve Litanie. Mais ne croyez pas les Israéliens quand ils disent qu'ils s'arrêteront au Litanie parce qu'ils exigeront ensuite une zone tampon au nord du fleuve, jusqu'au Chouf, puis dans la vallée de la Beka après ça. Et ensuite, ils voudront les eaux au large, tout ce qu'il y a en mer le long de cette ligne, et ils le garderont. Ils ne vont pas le rendre, parce que c'est là que se trouvent tous les riches gisements de gaz, tu vois. C'est en grande partie de ça qu'il s'agit pour Israël. On parle d'eau douce, de terres fertiles, très rentables pour l'agriculture, dans le sud du Liban, en plus de leurs objectifs stratégiques et des ressources en mer. C'est le bénéfice à long terme de l'expansion d'Israël. Et puis, ils l'ont déjà fait par le passé, alors pourquoi penser qu'ils ne le referaient pas? C'est ça, l'autre point. Mais s'ils continuent à présenter ça comme un affrontement entre le Hezbollah et Trump, Israël, là est le vrai problème, Nima. Parce que le Hezbollah fait partie du Liban. Ils ont la moitié du Parlement sous l'étiquette du parti Hezbollah. Mais l'Occident et Israël, en agissant ainsi, peuvent isoler le Hezbollah. Parce que, si je comprends bien, Patrick, désolé de t'interrompre, la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères iranien a parlé du Hezbollah plutôt que du Liban,
c'est que le gouvernement libanais ne sert pas son peuple. Il suit l'agenda israélo-américain. C'est pour ça que quand tu parles du gouvernement, et d'ailleurs, la guerre ne se déroule pas entre Israël et le gouvernement libanais, mais entre Israël et le Hezbollah. Et à chaque fois qu'on parle de négociations ou de discussions de quelque sorte que ce soit, le Hezbollah n'en fait pas partie. Et les accords conclus jusqu'à présent, tout tourne autour de ces deux parties. L'une d'entre elles n'est même pas impliquée dans le combat. C'est ça, tu as mis le doigt dessus. Voilà la source du problème. Le cadre est mauvais. Et parce qu'il est mal posé, ça laisse énormément de marge à toutes sortes d'ingérences étrangères, de sabotage, de division. Si le Liban, si le gouvernement faisait preuve de solidarité, si le pays était uni, si les Arabes du Liban étaient unis et considéraient le Hezbollah pour ce qu'il est vraiment, une milice du Sud-Liban, très bien organisée et efficace, qui défend la frontière sud, eh bien, la situation serait différente. Parce que les forces armées libanaises, elles, ne le feront pas et ne peuvent pas le faire. Elles n'ont ni les hommes, ni le matériel. Et pour être honnête, elles n'ont pas envie d'affronter les forces israéliennes. Et c'est pour ça, Nima, qu'à la fin de la guerre civile libanaise, tu te souviens en 1991, oui, avant que Rafik Hariri ne devienne Premier ministre, toutes les factions ont dû rendre leurs armes, sauf une, à qui on a permis de les garder, n'est-ce pas? Et devinez quel était ce groupe? Le Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'il fallait quelqu'un pour défendre la frontière sud. Voilà pourquoi. Il y a donc une histoire, un précédent au rôle du Hezbollah. Et la raison pour laquelle les forces armées libanaises, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, c'est que les États-Unis ne leur permettent pas d'avoir du matériel. Ils leur interdisent d'avoir une défense aérienne. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'avions. Vous imaginez ça? Quel genre d'armée êtes-vous si vous n'avez pas le droit d'avoir des chasseurs, pas le droit d'avoir de l'anti-aérien, pas le droit de protéger votre espace aérien? Qu'est-ce que vous êtes alors? Une gendarmerie, juste une force de sécurité intérieure un peu gonflée. C'est exactement ce qu'ils sont. Et ça, c'est parce que les États-Unis gèrent tout dans les moindres détails et gardent un contrôle total là-dessus. Pourquoi les États-Unis font-ils ça? Parce que cette politique particulière vis-à-vis du Liban est entièrement contrôlée par le lobby israélien et par le bureau de Netanyahou. Voilà jusqu'où s'étend cette influence israélienne, de Washington jusqu'à Beyrouth. Est-ce que les gens comprennent ça? Si les gens le comprennent, alors tout ce dont on parle devient parfaitement logique. Et c'est pour ça que ce devrait être le Liban, un Liban uni qui négocie avec Israël et les États-Unis. Là, ce serait une toute autre histoire. Si le Liban pouvait s'unir et s'en tenir aux principes du droit international, ce que fait le Hezbollah, eh bien, selon les critères du droit international, le Hezbollah a un dossier très très propre comparé à celui des Israéliens. Donc, si c'est le cas, la raison pour laquelle les alliés ne peuvent pas venir soutenir d'autres alliés. Le Liban a beaucoup d'alliés, Nima, vraiment beaucoup. Il y a de nombreux pays qui ont beaucoup investi au Liban, les Français, les Italiens, les Allemands, beaucoup de pays européens. L'Union européenne dépense énormément d'argent au Liban. Il y a des milliers et des milliers d'ONG, je ne sais pas combien, peut-être 20 000 ONG au Liban. C'est probablement le pays qui en compte le plus au monde, d'accord? La raison pour laquelle ils ne reçoivent pas de soutien direct contre Israël, c'est parce qu'ils ne sont pas unis. S'ils étaient unis, ça ouvrirait la voie et permettrait à d'autres de venir les soutenir et de faire pression sur Israël. Mais comme ils sont divisés et tellement source de division, et que les États-Unis ont les mains complètement libres pour tout manipuler, c'est pour ça que les pays extérieurs ne peuvent pas venir construire un mur de solidarité contre Israël. Et c'est voulu. C'est tout le sens des relations entre les États-Unis et le Liban. Diviser pour régner.
les maintenir faibles, les maintenir déséquilibrés, garder leur économie au bord du gouffre. Tout ça, c'est une politique parfaitement intentionnelle. Les rendre totalement dépendants des prêts de développement de l'ONU, du FMI, du gouvernement américain, de l'argent de l'USAID. C'est ça, l'argent des ONG, c'est de ça qu'ils vivent là-bas. Ils deviennent tellement dépendants qu'ils finissent par développer une sorte de syndrome de Stockholm vis-à-vis de ceux qui les contrôlent. Oui, l'Amérique. Pendant ce temps, leur pays est en train de se désintégrer à cause de ça. Donc, vous savez, si le président est vraiment le président de tous les Libanais, alors il fait son travail. S'il ne l'est pas, eh bien, il devrait démissionner, franchement, parce qu'il ne fait pas son travail. Ou alors, il faut le retirer de ses fonctions de la manière la plus correcte possible. Mais ce n'est pas du vrai leadership là-bas, parce qu'ils ont un système confessionnel tellement dépassé. C'est archaïque. Un président maronite, un premier ministre sunnite et un président du Parlement du Hezbollah. Tout ça basé sur un recensement de 1958. Allô? Vous imaginez ce que donnerait un recensement aujourd'hui? Le président serait issu du parti chiite du Hezbollah, le premier ministre serait sunnite et le président du Parlement serait un chrétien maronite. Point final. Mais à vrai dire, il devrait en finir avec tout ce système confessionnel, parce que c'est exactement le même problème, Nima. C'est pour ça que l'Irak est un désastre. Les Américains, les Britanniques, puis encore les Américains après eux, ont toujours voulu qu'une minorité dirige la majorité. Et on a vu où ça a mené. Et ensuite à Washington, après la chute de Saddam Hussein, ils se sont mis à crier au scandale parce que Maliki, ou un autre dirigeant chiite, arrivait au poste de Premier ministre, et ainsi de suite. Et là, ils disaient « Ah, les chiites sont au pouvoir en Irak, ils sont majoritaires, c'est pas normal. » Mais c'était justement ça le problème, et c'était voulu dès le départ. C'est la même chose au Liban. Voilà, pour moi, les bases du problème là-bas. Et ça veut dire que si on n'arrive pas à le régler politiquement, il se réglera sur le champ de bataille. Et malheureusement, pour l'accord de paix, c'est bien là tout le problème. Je pense que le problème pour Donald Trump, c'est aussi, d'une certaine façon, les pays du Golfe, Patrick. Parce qu'il veut relancer la production de pétrole et de gaz. Et on vient d'apprendre, il y a quelques instants, qu'un rapport de Bloomberg indique que le gouvernement qatari prévoit, d'ici 2 mois, de revenir à son niveau de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié d'avant. C'est un point extrêmement important pour Donald Trump, compte tenu de la manière dont il veut rééquilibrer le marché, car il subit une certaine pression internationale sur ce sujet. D'un autre côté, on voit bien comment Israël pousse cette guerre. Parce que pour être honnête, je ne vois pas Israël capable d'attaquer l'Iran de manière significative sans l'aide des États-Unis. C'est peut-être le moment où les États-Unis pourraient avoir une certaine marge de manœuvre. Je ne sais pas s'ils vont s'en servir. Je ne sais pas si les informations d'Israël Hayom ou de la chaîne 12 sont exactes, ou peut-être que, enfin, on a vu, tu t'en souviens, comment toute cette folie s'est mise en place. Il y avait des gens opposés à la guerre, Tulsi Gabbard, d'autres personnes au sein de l'administration, qui ont été en gros écartés. Aujourd'hui, ils ne font plus partie de l'administration. Mais ceux qui soutenaient totalement la guerre, comme le directeur de la CIA, Pete Hegseth, Stephen Miller, Jared Kushner, peut-être que ce sont eux, en réalité, qui dirigent l'establishment, qui tiennent les rênes de l'administration Trump. En ce moment, on voit ce genre de signaux venir des médias israéliens, comme quoi Donald Trump serait en train de reconsidérer ou de réévaluer ses décisions, sa stratégie. Vous pensez quoi de ça? On a vu aussi le vice-président J.D. Vance revenir sur le devant de la scène. Ces 2 derniers jours,
il a donné plus de 4 ou 5 interviews sur le fameux protocole d'accord sur le plan, et il nous a présenté une vision très optimiste, presque illusoire, en disant que tout va être formidable, qu'on va se rassembler, que l'Iran va pouvoir... Enfin, c'est exactement le même discours qu'il tenait avant le début de la guerre. Vous vous souvenez de ce qui se passait à ce moment-là? Il essaie de vendre, encore une fois, ce que j'appellerais une forme de pensée complètement déconnectée de la réalité. Mais quand on revient à la réalité, à ce qui s'est vraiment passé jusqu'à présent au Moyen-Orient, si quelque chose se produit, ils peuvent retomber dans les mêmes conditions qu'en temps de guerre. Plus de pétrole brut, ou presque plus de GNL. Ils pourraient détruire le reste du GNL. 17% de la capacité ou de la production de GNL du Qatar ont déjà été détruits. Et ils peuvent revenir à cette situation. C'est réversible. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent améliorer. Et ils ne peuvent pas se permettre de retomber dans les mêmes situations catastrophiques qu'avant. C'est le problème auquel Donald Trump est confronté. Et il n'y a pas de solution militaire à cela. Il faut une initiative politique, d'une manière ou d'une autre. La question, c'est laquelle? Et comment voyez-vous la pression que les pays du CCG exercent dans cette situation? Parce que leur économie a été durement touchée par la guerre. Et en ce moment, ils sont en train de se relever. Le détroit n'est pas ouvert, comme on l'a appris. Le blocus est terminé dans le golfe Persique. Mais l'Iran exerce en quelque sorte un contrôle sur le détroit d'Ormuz, en ce moment même. Et il contrôle tout. Voyons ce qui va se passer dans les 60 prochains jours. Il semble que l'Iran ait accepté le passage des pétroliers sans, vous savez, sans aucun droit ni aucun péage pendant 60 jours. Et ensuite, il y aurait une sorte de nouveau mécanisme pour le détroit, mis en place avec le gouvernement omanais. C'est ce qu'on a compris jusqu'ici de l'accord, du protocole d'entente. Personne ne sait vraiment ce qu'il contient, et Israël est désespéré de le découvrir. Allez-y, c'est à vous. Eh bien, il y a pas mal de choses que vous avez mentionnées et qu'il faut aborder. D'abord, soyons clairs. Le public américain ne se soucie pas des pays du Golfe, du CCG. Il s'y intéresse seulement dans la mesure où certaines personnes y font des affaires, vivent aux Émirats ou à Bahreïn, ou servent dans l'armée. C'est une belle affectation. Ça l'était avant, ça ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Il y a aussi les Américains qui travaillent au Koweït, qui ont de bons salaires, ne paient pas d'impôts, tout ça. Eux, ils travaillent dans le CCG. Mais pour ce qui est des gens qui y vivent, des pays eux-mêmes, des entités politiques, les Américains ne s'en préoccupent pas. Ce qui les intéresse, c'est uniquement ce que ces pays produisent et injectent sur le marché mondial de l'énergie. Et ça s'arrête là. Alors, quand on entend des inquiétudes, ou vous savez, des discussions sur nos partenaires du Golfe, ou qu'on dit que Trump ne se soucie que de savoir combien d'argent il peut leur soutirer, ou combien Jared Kushner peut tirer des Saoudiens pour gonfler son fonds d'investissement Affinity, ou encore combien d'entre eux vont payer pour les terrains de golf de Donald Trump, ou, vous savez, pour les tours d'hamac et autres immeubles de luxe à Dubaï ou ailleurs. Eh bien, c'est ça, la limite de leurs préoccupations. Donc si les gens du CCG comprennent vraiment ça, et ils devraient, peut-être qu'ils commencent à réaliser qu'ils ont deux options. S'ils continuent d'attacher leur destin à la caravane de l'oncle Sam ou à Israël à travers la normalisation des accords d'Abraham, c'est un pacte suicidaire. Et ils sont en train de prendre exactement la même décision stupide que l'Allemagne. Une décision qui, au fond, revient à un pacte suicidaire pour leur économie et pour l'avenir de leur pays. L'Allemagne s'est complètement alignée sur l'OTAN et sur les États-Unis en ce qui concerne l'Ukraine et leurs relations avec la Russie. C'est très clair. Après le sabotage du gazoduc Nord Stream, l'Allemagne avait un choix à faire. Elle a regardé vers l'ouest et la suite, on la connaît.
c'est fini pour eux. C'est la pire décision qu'ils aient jamais prise. Quant au CCG, s'il se tourne vers l'Iran et conclut un pacte de sécurité fait par la région et pour la région, alors ils ont une vraie chance de prospérer et, je pense, d'être beaucoup plus solides à l'avenir. Ce serait bon pour tout le monde. Bon pour tout le monde. Ils gagneraient probablement beaucoup d'argent et auraient la sécurité. D'accord? Mais est-ce qu'ils vont le faire? C'est bien ça la question. Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Voilà le problème pour le CCG. Ensuite, il faut dire les choses clairement. Tout ça doit être présenté comme une reddition. Parce que l'Iran, écoute Nima, tu te souviens en avril? Le 8 avril, le cessez-le-feu? Qui demandait le cessez-le-feu à ce moment-là? Je ne me souviens plus. C'était l'Amérique? Oui, je crois que c'était l'Amérique. Est-ce qu'Israël était désespéré d'obtenir un cessez-le-feu? Ah oui. Et l'Iran, est-ce qu'il demandait un cessez-le-feu le 8 avril? Je ne me souviens pas que les Iraniens l'aient demandé. Donc voilà, c'est le premier point. C'était une sorte de pré-reddition. Et maintenant, on se retrouve 8 semaines plus tard, quelque chose comme ça. Qui est en train de supplier pour un accord? Ce ne sont pas les Iraniens. Ils ont déjà publié un communiqué. Les négociations, c'est fini. Ils vont suivre une double approche. La porte reste ouverte, mais ils poursuivent leurs objectifs de sécurité, ils vont se défendre et ils riposteront si nécessaire. C'est très clair. Mais c'était l'Amérique. C'était Trump. Les États-Unis étaient désespérés d'obtenir un cessez-le-feu. Alors, l'Iran a posé ses conditions. Techniquement, ce sont des conditions de reddition. Et devinez ce qui s'est passé cette semaine. Eh bien, au moins dans le protocole d'accord, les États-Unis ont accepté ces conditions de reddition. Donc, selon toutes les définitions possibles de la guerre, les États-Unis viennent tout simplement de se rendre à l'Iran. C'est absolument clair. Et tu sais ce qui est intéressant là-dedans, Nima? Ça n'avait pas besoin d'arriver cette semaine. Mais il faut se demander pourquoi ça s'est passé justement cette semaine. Pourquoi pas la semaine dernière? Pourquoi pas la semaine prochaine ou le mois prochain? L'une des principales raisons, c'est la pression politique à très court terme sur Donald Trump. Et Israël connaît chaque mouvement, d'accord? Israël savait que Trump était désespéré le jour de son anniversaire sur la pelouse de la Maison-Blanche pour avoir les gros titres, faire l'annonce et se présenter en vainqueur, celui qui a apporté la paix, celui qui a conclu un accord de paix. C'était un énorme événement médiatique. Et le lendemain, il y en avait un autre, tout aussi important. Il allait au G7 en France, le G7 à Paris, et il n'allait pas y aller les mains vides. Il lui fallait une victoire à présenter. C'est pour ça qu'ils ont mis la pression. C'est pour ça qu'ils se sont dépêchés de le faire. Et Israël a joué les États-Unis comme un violon. Netanyahou le savait. Ils se sont dit c'est notre occasion de frapper Beyrouth, d'éliminer un haut commandant du Hezbollah. Et on sait que les Iraniens ne peuvent pas riposter, parce que s'ils le font, ça ferait exploser et ruinerait l'accord de paix de Trump. Alors Israël s'est dit, c'est notre chance de frapper fort, de prendre des positions qu'on voulait depuis un moment au Liban, sans avoir à payer le prix d'une riposte iranienne. Ils savaient très bien. Et puis, Kushner était au téléphone, proposant de l'argent aux Iraniens pour qu'ils ne frappent pas Israël. Et l'Iran a répondu, non, on ne veut pas de votre argent, c'est notre argent. Israël essayait donc de payer l'Iran pour qu'il ne riposte pas contre Israël. Et l'Iran a dit, mais enfin, c'est notre argent de toute façon. Vous allez nous faire une avance sur notre propre argent. Non, désolé, c'est une question de principe. Donc on voit bien qu'en coulisses, tout ça se joue cette semaine. À court terme, il y a beaucoup de pression politique sur Trump pour obtenir une victoire. C'est donc une bonne part de politique intérieure américaine qui influence la politique internationale dans ce cas. Et Israël joue ça de manière très habile
de façon stratégique pour un gain à court terme. Et ils l'ont fait. Oui, ils l'ont vraiment fait. Et Israël pense qu'ils peuvent revenir là-dessus, qu'ils peuvent annuler ce protocole d'accord, qu'ils peuvent annuler n'importe quel accord, en fait. Ils ont beaucoup d'occasions, beaucoup d'outils différents à leur disposition pour le faire. Et juste pour préciser, Tulsi Gabbard n'était pas contre la guerre. C'est un mythe qu'on répète souvent. J.D. Vance non plus n'était pas contre la guerre. C'est aussi un mythe. S'ils avaient vraiment été contre la guerre, ils l'auraient dit publiquement à un moment donné. Ils ont eu de nombreuses occasions de le faire, de démissionner par principe ou au moins d'exprimer une opinion contraire. Gabbard, elle, pouvait simplement démissionner. Pour un vice-président, c'est un peu plus compliqué. Il ne peut pas être renvoyé par Trump. Donc, il aurait pu parler librement s'il l'avait voulu. Ça aurait sans doute été bon pour sa carrière, mais il a choisi de ne pas le faire. Tulsi Gabbard, elle, n'a pas protesté. Et avant d'entrer dans l'administration Trump, elle était très dure envers l'Iran, très belliciste, et elle alimentait les divisions confessionnelles. Elle disait « sunnites contre chiites » et affirmait que tous ces gens étaient des terroristes. Elle allait sur Fox News, ouvertement, pour dire ce genre de choses. Elle était vraiment très faucon, en fait. À l'époque où elle se présentait à la présidentielle, elle était contre une guerre avec l'Iran, mais elle a complètement changé. Tulsi Gabbard vendait même, en 2018, des t-shirts avec le slogan « Don't bomb Iran ». On peut encore les trouver sur Amazon. Aujourd'hui, elle ne s'oppose plus du tout à la guerre. Et donc, voilà. Désolé, mais ça, c'est pas crédible. Vance, ce qu'ils font, c'est qu'ils font circuler des rumeurs dans les médias, par des alliés et des intermédiaires, en disant que J.D. Vance s'oppose aux guerres de Trump, et que c'est le gentil, celui qui essaie en coulisses de garder Trump sur le droit chemin. C'est du pur théâtre politique. Je n'ai rien entendu, dans tout ce que Vance a pu dire depuis le début de cette crise, qui soit cohérent. Mais ça semble aller contre la guerre. Non, en réalité, il soutient totalement Trump. Et puis Vance, ensuite, je ne sais pas si vous avez des extraits d'interviews de Vance de ces derniers jours. Vous en avez ou pas? Je crois que c'était sur CBS News. Tu les as, Nima? Oui, je l'ai fait. Tu as celui de CBS News, où il a parlé de la coalition de la côte du Golfe. Il l'a dit 2 fois, la coalition de la côte du Golfe. C'était sur un fond jaune, juste hier. Et je me disais, la coalition de la côte du Golfe? La côte du Golfe? La côte du Golfe. Donc celle du Golfe du Mexique. Alors c'est qui cette coalition? Le Mexique, le Belize, le Costa Rica, Haïti, la République dominicaine, la Floride. Qui en fait partie? Non, ce n'est pas la coalition du CCG, le Conseil de coopération du Golfe. De quoi il parle? C'est quand même le vice-président. Il n'a pas dit ça une seule fois. Il l'a répété dans plusieurs interviews hier. Ce type ne sait rien. Il ne connaît même pas la géographie. Il ne sait pas de quoi il parle. On lui souffle des éléments de langage. Il est complètement vide sur ce sujet. Il ne sait pas de quoi il parle. Il est là pour réciter des arguments préparés. Ce n'est pas quelqu'un fait pour diriger un exécutif. Il a 41 ans. Il n'a aucune expérience en politique et 0 en politique internationale. Pour moi, c'est dangereux, parce que s'il devient président, il sera une véritable marionnette entre les mains du lobby israélien, de Peter Thiel et de Wall Street. C'est pour ça que J.D. Vance, à bien des égards, la seule façon juste de le décrire, c'est comme un Obama blanc. C'est quelqu'un de creux, de vide, mais qui parle bien. Sauf que je pense qu'Obama était en réalité plus intelligent et, disons, mieux formé en géographie que J.D. Vance. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voici ce qu'il a dit. Oui, voici ce qu'il a dit. Ils sont ouverts à ce que les pays du Golfe investissent dans la reconstruction de l'Iran, mais seulement si l'Iran met fin à son programme nucléaire, élimine son stock d'uranium enrichi
et acceptent vraiment un système d'inspection et de contrôle qui donne confiance au peuple américain qu'ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Donc je pense que la danse qu'on va voir, Ed, c'est... Ouais. Il ne le dit pas dans cet extrait, mais il y en a quelques autres où on l'entend. Tu vois comment il insiste lourdement sur cette histoire d'armes nucléaires. C'est en fait un homme de paille. C'est fait pour décharger les États-Unis de toute responsabilité dans cette catastrophe à laquelle ils ont participé, qu'ils ont contribué à créer. L'idée, c'est de dire, c'est crucial, c'est une question de non-prolifération nucléaire. Mais non, ce n'était pas ça, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il continue à marteler ce discours. Tu sais, moi, je n'ai aucune confiance dans ce qu'ils appellent un deal. D'ailleurs, ce mot n'a même pas de sens juridique en relations internationales. Il y a des accords, des conventions, des traités. Mais un deal, ça n'existe pas. C'est tellement flou. Et c'est justement pour ça que Trump emploie ce mot pour tout. Parce qu'il n'a jamais besoin de rien définir et qu'il peut modifier tous les éléments comme il veut au fur et à mesure. C'est pour ça que Trump parle comme ça. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être honnêtes sur ce qu'ils ont fait. Et ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont menti à propos du programme d'armes nucléaires de l'Iran. Ils ne le peuvent pas. Parce que s'ils le faisaient, ça les délégitimerait complètement, à tous les niveaux. Donc, ils ne le feront pas. Au contraire, ils s'enferment dans leur position. Et c'est pour ça que si on n'est pas honnête sur les causes profondes du conflit, on ne pourra jamais. Il n'existe aucun scénario NIMA dans toute l'histoire. Et J.D. Vance nous faisait la leçon il y a 2 ou 3 jours, en disant qu'à la fin de chaque guerre, il y a des négociations. Mais comment la Seconde Guerre mondiale s'est-elle terminée par des négociations? Comment peut-on être à ce point ignorant de l'histoire? Même moi, j'ai appris à 13 ans, en cours d'histoire mondiale, que les guerres se terminent quand une des parties doit se rendre et accepter les conditions de la reddition. C'est comme ça que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. C'est comme ça que toutes les guerres se terminent. Mais J. Vance ne connaît rien à l'histoire. Il ne comprend même pas ces notions de base. Pour moi, c'est un énorme risque à n'importe quel poste de pouvoir. C'est juste un exécutant, encore une fois, en train de répéter des éléments de langage. Et c'est bien là le problème. On ne peut pas rédiger un traité sur le papier, avec des garants internationaux, si les 2 parties ne sont même pas d'accord sur les causes de la guerre. C'est inclus dans le document. C'est dedans. Donc, si les États-Unis refusent de le faire, il ne peut pas y avoir d'accord. Il ne peut pas y avoir de traité de paix contraignant à la fin de tout ça. C'est pour la même raison qu'ils traînent les pieds et que Trump n'arrive pas à conclure un accord avec la Russie et l'Ukraine. Parce qu'ils ne le feront pas. Les Russes l'ont répété encore et encore. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Et au moins reconnaître qu'au moment où les États-Unis ont orchestré un coup d'État violent et une guerre civile sur le Maïdan, cela a déclenché une série d'événements qui ont conduit à 8 années de guerre civile, à des massacres dans le Donbass, et qui ont poussé la Russie à intervenir après l'effondrement de la résolution 2202 du Conseil de sécurité de l'ONU. Puis, le 24 février, la Russie a lancé une intervention humanitaire, une action de type responsabilité de protéger, exactement comme les États-Unis l'ont fait à de nombreuses reprises, illégitimement dans le cas des États-Unis. Mais la Russie l'a fait, selon la doctrine américaine, de manière claire et nette. Claire et nette. Thuto Gorsa. La Russie avait prévenu tout le monde. Si le processus des accords de Minsk échoue, nous interviendrons. Nous n'aurons pas d'autre choix que d'intervenir pour protéger les Russes, les populations d'origine russe, les russophones de l'Est de l'Ukraine. Et le reste du monde a répondu « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. L'Allemagne et la France s'en occupent. Elles vont garantir le processus de Minsk. »
Et bien sûr, on a découvert plus tard, Merkel, Hollande, Zelensky et Poroshenko l'ont tous reconnu qu'ils avaient en réalité saboté ce processus pour gagner du temps afin de réarmer l'Ukraine et la préparer à combattre la Russie dans la guerre qu'on voit aujourd'hui. Donc ce n'est pas un mystère, mais c'est parce que les États-Unis ou les Européens refusent d'aborder ces faits, ces points précis de la chronologie. Ils sont tellement en désaccord avec la Russie sur les causes profondes que, par orgueil, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face, et qu'ils refusent de reconnaître que leurs positions sont totalement illégitimes, et de perdre, avec ça, tout leur pouvoir et leur réputation dans la communauté internationale, les Européens et les États-Unis ne le feront pas. Donc, il n'y aura pas de traité de paix en Ukraine. C'est impossible. On ne peut pas conclure un accord bilatéral ou multilatéral sans s'entendre d'abord sur la façon dont on en est arrivé là, sur les conditions et sur ce qu'on va faire ensuite. Tout compte. Ce qui s'est passé avant a un impact direct sur ce qu'on fera après. C'est exactement la même situation avec l'Iran. Donc, l'incapacité des États-Unis, le fait de pousser tous ces discours de propagande, tous ces clichés, tous ces mensonges, tout ça mine complètement le processus de paix. Et ça a un prix lourd. Les gens pensent qu'on peut mentir, que les États-Unis peuvent mentir, faire de la propagande, changer la réalité, tordre le récit, qu'Israël peut faire pareil et qu'il n'y aura aucune conséquence. Qu'il suffit juste d'arriver un jour avec un joli document en disant « Bon, on a un accord, on est plus fort que les Iraniens, donc ils vont sûrement l'accepter et on va lever les sanctions. » Non, ce n'est pas suffisant. Vous n'obtiendrez pas un traité de paix solide et durable comme ça. C'est bien là le problème, Nima. C'est un défaut fondamental que les États-Unis ne peuvent pas corriger parce qu'ils sont tellement malhonnêtes, tellement corrompus, tout comme les Israéliens. Et ils présentent toute personne qui leur répond par la force comme un terroriste. Juridiquement, ils les inscrivent comme tels, tous les groupes, sans exception, aux États-Unis. Et ils exigent de tous leurs alliés qu'ils fassent la même chose. Le lobby israélien veille à ce que ce soit appliqué d'ailleurs. Cette désignation de terrorisme. C'est là-dessus que le lobby israélien passe beaucoup de temps. Faire pression pour que différents groupes de résistance soient classés comme terroristes. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus de négociation possible. Tout le monde est sanctionné. On ne peut plus parler. Les interlocuteurs ne peuvent même pas venir à Washington puisqu'ils sont sous sanction. C'est toujours la même chose, à chaque fois, avec la Russie, avec l'Iran, avec la Syrie. Et la raison, c'est qu'ils ne veulent aucune négociation. Les États-Unis et Israël ne veulent aucun accord. Ils veulent la guerre. Ils veulent détruire leur ennemi, écraser toute résistance, dire que ce sont tous des terroristes. Et les civils qui meurent dans le processus, eh bien, désolé, c'est juste des dommages collatéraux. C'est la guerre contre le terrorisme. On traque simplement les terroristes. On est désolé pour les 100 000 civils morts à Gaza ou les milliers de morts au Liban. Vraiment désolé, mais bon, les gens meurent à la guerre. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ah, c'est la guerre. Ces choses-là arrivent. Ce n'est pas une guerre. Le Liban ne mène pas une guerre contre Israël. C'est complètement déséquilibré. C'est Israël qui attaque le Liban. Ils volent leur territoire, ils volent leurs terres et leurs ressources. Ils pulvérisent 50 000 maisons et habitations. 50 000. 1 200 000 personnes déplacées à l'intérieur du Liban. 1 200 000. Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre. Un massacre sadique, et ça correspond à la définition du génocide, selon les conventions internationales sur le génocide. Voilà où on en est. Encore un génocide, un autre génocide dans le sud du Liban. Jusqu'où Israël ira-t-il? Ils l'ont déjà fait à Gaza. Regardez ce paysage d'enfer. Et maintenant, on voit la même chose dans certaines parties du sud du Liban.
On dirait Rafah. À quel moment ça suffit pour la communauté internationale ou pour les pays arabes? Et pourtant, l'Arabie saoudite continue d'essayer de tout contrôler à Beyrouth, d'y injecter de l'argent et de jouer à ses petits jeux. Vous savez, il y a en fait deux Moyen-Orient. D'un côté, les États du Golfe producteurs de pétrole, et de l'autre, les pays arabes nationalistes. Et les États du Golfe passent leur temps à manipuler, à jouer avec les pays arabes nationalistes. Franchement, pour eux, leurs populations ne sont que de la main-d'œuvre potentielle, une source de capital humain. Ou alors, ils convoitent leurs ressources. Ou encore, ils cherchent à les diviser sur des bases confessionnelles pour faire avancer une autre idéologie, un agenda religieux, wahhabite ou autre. C'est justement ça, le problème avec cette région. L'Iran sait tout ça. L'Iran comprend tout ça. Et vous savez, c'est ce qui rend les choses compliquées. Les États-Unis sont très contents que ça se passe ainsi, parce qu'ils considèrent le Hezbollah et les chiites de la région comme des ennemis. Ils voient aussi l'Iran comme un ennemi, tout comme Israël. Donc, tant qu'on ne verra pas un vrai changement dans le discours, tant qu'on ne mettra pas fin à la déshumanisation du Hezbollah et des musulmans chiites du Levant, et à la diabolisation des Palestiniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, peu importe, ils restent complètement déshumanisés. Et puis, il y a aussi la déshumanisation des Iraniens. Le fait de qualifier l'Iran d'État terroriste, de dire que c'est le principal sponsor du terrorisme, alors que clairement, ce n'est pas le cas. Ils ne sont rien. Les États-Unis sont le premier État au monde à soutenir le terrorisme, suivi par l'Arabie saoudite et tout un ensemble d'États du Golfe, ainsi que quelques autres pays occidentaux. Le problème, c'est que ces mensonges bloquent complètement le fonctionnement des relations internationales et de la diplomatie. Ces mensonges ont un coût et on en voit le prix en ce moment même. C'est à cause de ces mensonges, à cause de ces étiquettes, qu'on empêche quiconque de résister à l'agression israélienne, à l'occupation illégale israélienne ou au vol de terre par Israël. Mais toute personne qui riposte, qui rend les coups, est qualifiée de terroriste. Terroriste. Donc, pas digne de vivre. C'est aussi simple que ça. C'est la règle que les États-Unis et Israël ont imposée dans la région. Mais ça commence un peu à se fissurer maintenant, Nima. Et la seule raison pour laquelle ça se fissure et que les gens commencent à voir la réalité et à parler de ce que je dis ici, c'est que j'entends de plus en plus ce genre de discussion, dans les podcasts, dans les médias. Les gens posent des questions du genre « Mais ça va pas ça » ou « Ça ne tient pas la route ». On fait ça depuis des années. Et maintenant, on commence à l'entendre. Donc je suis très optimiste. Je pense que les choses sont en train de changer, dans les milieux intellectuels, dans le débat politique, surtout en Occident. Mais ça ne peut pas arriver assez vite. Parce que tu sais, les images du Liban, Nima, vraiment, j'ai tellement d'amour pour le Liban et pour les gens là-bas, tous les gens du Liban. Franchement, ça me brise le cœur de voir Israël bombarder Tyr. J'ai marché dans ces rues, j'ai travaillé dans ces endroits, dans des universités, des écoles, j'y ai donné des conférences, j'ai eu de très bons rapports avec les étudiants, j'ai arpenté tous ces lieux historiques. Et maintenant, on dit qu'ils ordonnent l'évacuation de 25 villages et villes, en disant « Partez, on va vous réduire en poussière ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans quel monde c'est légal ou acceptable, selon quelque norme que ce soit? Si l'Occident, avec toutes ses grandes valeurs de démocratie, de droit international et tout le reste, n'est même pas capable de sanctionner Israël, ne serait-ce qu'en l'excluant du football ou du concours Eurovision, franchement. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'Israël fasse? S'il largue une bombe nucléaire et tue 200 000 personnes, est-ce qu'ils seront bannis? Et après, on pourra les exclure du concours Eurovision.
Les Européens sont juste ridicules, franchement, sans la moindre honte. Bref, tant que cette pression extérieure ne monte pas, je ne vois pas beaucoup de changements dans les fondamentaux de la situation. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nima, l'Iran doit rester ferme. S'ils tiennent bon sur leurs principes, qu'ils ne bougent pas sur les principes, et qu'ils agissent aussi conformément au droit international, ce qu'ils font, aux principes internationaux, à la Charte des Nations Unies, et tout le reste. S'ils restent fermes, au bout du compte, ils gagneront. Et d'autres alliés viendront les soutenir. Les gens qui s'y opposaient avant vont finir par les soutenir, mais seulement s'ils tiennent bon. Parce que Israël cherche justement à briser ce consensus. Leur but, c'est de semer la division en Iran, de créer des problèmes dans les médias. On entend toutes ces choses. Ah, ces gens-là, les durs, sont contre ça. Ou encore, Pezeshkian va démissionner. Tout ça, ce sont des attaques d'information, des opérations de communication pour provoquer des tensions internes en Iran. Et pas seulement ça. C'est aussi pour décourager d'autres pays de coopérer avec l'Iran, en donnant l'impression qu'ils sont dans le désordre et le chaos. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une cohésion et une solidarité énorme en Iran, plus forte que jamais. Et je dirais que si vous voulez faire des affaires avec l'Iran, c'est probablement le meilleur moment pour le faire, parce qu'il existe en ce moment un consensus très solide. Oui, exactement. Alors, juste en dessous du nom de Patrick, vous voyez 21st Century Wire. Et vous pouvez aller sur patrickhenningsen.substack. Voici le lien, patrickhenningsen.substack.com. Je vais mettre tous les liens vers la chaîne YouTube de Patrick et vers son Substack. Tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y aller, accéder à son contenu, vous abonner à son Substack et aussi à sa chaîne YouTube. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir. Le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation, Nima.